dans l'enjeu du conflit, on va d'abord décider que nous allons, un jour ou l'autre, nous retrouver dans un conflit. C'est inhérent aux relations. Donc, en amont, je fais quoi? Je fais le choix de ne pas laisser au conflit la place qui est au centre de la relation, parce que je m'efforce au quotidien de la nourrir de tout ce qu'il y a. Et ça, c'est en effet un texte. Le texte de la Torah nous dit que lorsqu'on arrivait en terre d'Israël et qu'on amenait les fameux bikurim, c'est-à-dire les prémices de la terre, on allait chez le prêtre et on lui disait: nous étions en Égypte, nous étions en esclavage, nous avons vécu des choses très dures, nous sommes sortis d'Égypte, on a passé par des moments incroyables, on est sur notre terre, on a des fruits, c'est merveilleux. Pourquoi tu as besoin de dire tout ça? Pour te rappeler que tu dois d'abord te nourrir de tous les éléments qui te permettront non pas de faire disparaître, mais de faire en telle sorte que le conflit ne soit pas au cœur même de la relation. Que l'élément qui pose problème ne soit pas déterminant dans les décisions que tu prendras. J'aime bien raconter cette histoire que j'ai vécue d'un couple qui vient me voir. Je ne suis pas thérapeute, et donc généralement quand ils viennent me voir, c'est pour que je les oriente vers des thérapeutes. Il y a un moment, il y a un conflit. Et je dis à la personne qui est en face de moi, aux personnes qui sont en face de moi, je leur dis non mais il faut divorcer. Alors bien sûr, ils sont un peu surpris parce qu'on attend du rabbin qui ne dise pas du tout, non, vous avez raison, non, il faut divorcer. Non, vraiment, il faut divorcer. Et alors, au bout de 2-3 fois, les personnes me regardent un peu interloquées, et puis j'entends une petite voix qui me dit, je ne sais plus si c'est monsieur ou madame, qui dit bon, mais c'est vrai, mais par ailleurs. Je dis tiens, c'est intéressant. Il y a des choses positives qui existent dans cette relation. Si on en parlait. Je ne mets pas de côté le sujet. Mais pourquoi il occupe la totalité de la place? Pourquoi cette place est libre? Pourquoi rien n'est présent? Alors bien sûr, s'il n'y a rien qui est présent, mais il s'étale. Il prend la totalité de la place parce qu'on n'y a rien mis. Mais la question est de savoir, est-ce que je décide d'abord d'y mettre quelque chose? C'est la raison pour laquelle, vous savez, tous les matins qu'on se lève, on dit un mot qui est modé ani le fanecha. J'exprime ma reconnaissance vis-à-vis de toi, créateur de l'univers. Pourquoi? Pour me rappeler que la tonalité de ma journée, c'est la reconnaissance. Je connais à nouveau, c'est-à-dire je réinstalle chez moi au quotidien la totalité de tous les éléments qui vont et qui font que lorsqu'il y aura conflit, il ne pourra pas s'étendre parce que ces éléments-là seront une forme de digue qui lui permettront d'être circonscrits au sujet qui est le sien. Quand vous levez le matin, ça vaudrait la peine de vous dire quels sont tous les éléments qui me montrent que mon copain m'apprécie. Quels sont tous les éléments qui me montrent qu'il fait attention à moi. Quels sont tous les éléments qui me montrent que je suis une personne importante à ses yeux. C'est intéressant. C'est-à-dire si demain on dit mais comment sais-tu? Comment sais-tu que pour ta femme, pour ton mari, pour ton ami, tu es quelqu'un qui a de la valeur, qui est important, pour qui il a envie d'apporter? Tu as une liste? Fais la liste. Garde-la précieusement. Et reviens sur elle de manière récurrente. Reviens vers elle de manière récurrente, c'est-à-dire donne-toi les moyens de faire en telle sorte que le jour où le conflit arrive, eh bien, ça n'occupe pas la totalité de l'espace. Et ça, c'est un choix. C'est une décision. Un juif, tel que la Torah nous le propose, et c'est valable pour tout le monde évidemment,
La Torah nous demande de vivre le Khatrila a priori. Vivre a priori, c'est décider qu'on n'a pas utilisé nos énergies pour réparer, mais pour construire. Et c'est pour ça que c'est tellement important, au quotidien, de nourrir toutes les relations, de tous les éléments positifs qui sont présents en vue de la confrontation avec un conflit par la suite. Comment se fait-il que certaines familles arrivent à absorber le conflit et à faire en telle sorte qu'il n'occupe pas la totalité de la place et dans d'autres non? Si vous les observez, c'est que dans certains univers, on n'a jamais fait ce travail de se nourrir de tous les éléments qui font partie du positif du quotidien. Et donc évidemment la place est libre. Ça va être déjà un travail à faire le khatrila a priori. Parce que je sais que les zones de conflit seront présentes. Parce qu'elles font partie de toute histoire, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ce qui a permis au peuple d'Israël d'avancer dans l'histoire, c'est que tout simplement on a décidé de s'aimer. On a décidé de voir d'abord tout ce qui va. On a décidé au quotidien de s'en nourrir. On a décidé de se remplir de cela pour pouvoir passer ce type de moment. C'est pour ça que Chachamim nous dit qu'un univers familial dans lequel la reconnaissance et le compliment ne sont pas là est un univers familial qui un jour sera en totale déroute. Clairement, parce que le conflit va exister, il n'y aura rien qui pourra servir de digue vu qu'on a rien installé. Donc si ce soir on travaille sur du concret, mais je nous propose de faire cela. C'est-à-dire, dans les univers qui sont autour de nous, de prendre l'habitude d'être dans la reconnaissance exprimée, verbalisée, non pas juste pour l'autre, mais pour installer encore plus à l'intérieur de nous la conscience de tout ce que cet autre nous apporte. Point de départ. Évidemment, lorsqu'on n'a pas fait cela, alors, quel est le problème? Pourquoi les gens, dans le conflit, voilà, ça va aller jusqu'au meurtre? Parce que on oublie de faire un second travail. C'est d'exister à travers ce que l'on est et non pas à travers le positionnement que l'on a à l'intérieur d'une relation. Lorsque tu sais que tu existes à travers ce que tu es, tu n'as pas peur d'être mis en défaut, voire même de renoncer, parce que ça n'aura pas d'autre signification que le sujet en tant que tel. Posez-vous toujours la question dans un conflit. Est-ce que le conflit, c'est sur le sujet ou c'est sur autre chose? Quand vous voyez parfois des gens qui se battent pour 5 000 €, alors c'est une belle somme, hein, mais que vous les remettez dans la perspective d'une vie entière. Vous dites, où est-ce qu'on part en vacances? Prumsdeuze, bac à sable. Et des gens sont capables de ne pas se parler. Ils veulent pas venir chez nous le soir du Seder. Si on les invitait, ils sont pas là. Et le mariage, et je vous dis, non, on va le faire à Ibiza, mais non, on va le faire à Majorque. Enfin, moi, j'ai vu des histoires de fous furieux. Des mariages qui ont échoué à cause de ça. À cause d'adultes qui, il faut pas, entre guillemets, ont réussi financièrement. Parce que si la discussion, c'est Ibiza, machin, et qu'ils ont les moyens de leur politique, et qui se comportent comme des enfants au jardin d'enfants. Pourquoi? Parce que tu n'existes pas. Tu as besoin d'imposer ton point de vue pour te sentir exister face à l'autre. Donc ça veut dire qu'au fond, tu n'as jamais existé. Et on est là et on se bloque. Ouais,
c'est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Ça changera quoi? Rien. Juste, si à un moment je plie, si à un moment je cède, alors quoi? T'es devenu plus petit? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Rien. Ça n'a changé rien, de rien, de rien. Si on réfléchit, strictement. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai un copain de classe, on avait la même date de naissance, un jour près. On s'est regardé, on a dit quel parachat tu préfères? Je lui ai dit, moi je préfère celle-là. Il m'a dit, mais ça tombe bien, moi je préfère l'autre. Et le problème était réglé. Ah non, je suis désolé, avant toi, Proms, les gens ils vont venir. C'est quoi le sujet? Qu'est-ce que ça va changer? Lorsque vous n'êtes pas construit, alors vous avez besoin d'exister à travers un positionnement à l'intérieur d'une relation. Lorsque vous êtes construit, la place que vous occupez dans la relation ne joue aucun rôle puisque vous existez déjà. La seconde manière de travailler sur le conflit, c'est décider de se construire. Décider qu'au fond, le fait de céder, c'est peut-être l'expression de quelqu'un qui a appris où il en était et ce qu'il est réellement. La Gemara nous dit que ceux qui, comme on dirait un peu légèrement en français, dans un conflit, laissent tomber. Hanelavim ben anolvim, ceux dont on se moque et qui ne se moquent pas. Qui entendent qu'on ne les calcule pas, c'est-à-dire en deux mots, ben t'as dit ça, ben non, on fera autrement. Qui continuent à avancer. On dit c'est l'expression de la grandeur la plus élevée qui puisse exister dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que si tu agis comme ça, c'est que tu es réellement grand. Parce qu'au fond, ton histoire, tu l'as construite ailleurs. Un des très grands maîtres qu'on a connu dans notre génération, qui s'appelait le Rav Shaiman, disait en plus, on n'a jamais rien perdu en cédant. C-E-D-E-R. Si on veut céder S'-A-I-D-E-R, apprenons à céder C-E-D-R. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a fait ce travail d'intériorité. Pour que le conflit n'émerge pas, il faut tout simplement ne pas voir dans l'abandon d'une position quelque chose qui est une remise en cause de ce que je suis. Parce que ce que je suis ne se définit pas à travers ce qui se joue dans la relation. Sinon, c'est un combat de coq. Ça veut dire que tu n'existes pas. Il faut que j'ai gagné pour me sentir exister. Et c'est la raison pour laquelle le conflit va faire partie de ma vie. Parce que j'aurai besoin sans arrêt de me réassurer sur la place qui est la mienne à travers le fait que dans le conflit, je prends la place face à l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens toute leur vie, sans arrêt, ils sont régulièrement dans des histoires de conflit? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à exister autrement que j'ai gagné face à l'autre. Mais c'est pathétique. Lorsque dans un couple, on est sur du conflit permanent, c'est qu'au fond, j'ai besoin sans arrêt de me dire « mais j'existe !» La preuve, l'autre a cédé. Donc tu n'existes pas. Et vous avez des gens qui génèrent le conflit, qui le créent, qui vont tout faire. Tu veux pas de conflit? Construis-toi. Donne-toi les moyens de ne pas avoir besoin de prendre ta place à travers ce qui va se jouer dans la relation à l'autre. Parce que justement, tu n'as pas besoin de cela pour pouvoir te sentir profondément exister. Maintenant, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque le conflit est là. Ça y est, on est dedans, on s'est disputé, on n'est pas d'accord, l'autre on considère qu'il a mal agi et qu'il a mal fait et que c'est pas bien et que c'est honteux, etc., etc. D'accord? Très bien. Donc on est dedans. D'accord? Je lui avais dit, il n'a pas voulu faire, je voulais que mon père fasse,
il n'a pas fait, ma mère m'a dit, et en fin de compte, elle n'a pas tenu sa parole, etc. Toutes ces choses-là. D'accord? Donc on est dans une situation conflictuelle par rapport à un tiers. Comment est-ce qu'on fait? Alors, c'est très intéressant parce que vous savez, dans un tribunal rabbinique, lorsque les gens arrivent pour juger les conflits qu'ils peuvent avoir entre eux, eh bien, en amont, on leur dit deux choses. Din ou pshara. Vous voulez la stricte application de la loi ou qu'on essaie de trouver un arrangement entre vous? Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Est-ce que vous avez besoin de gagner? Ou est-ce qu'au fond, vous trouvez la solution dans laquelle chacun d'entre vous va sortir en ayant l'impression qu'il n'a pas tout perdu? Et c'est très intéressant de voir quelles sont les attitudes que les personnes vont avoir là-dessus. À partir de là, on va essayer de voir ce qui se joue dans le monde de la famille. Parce que les conflits les plus dramatiques, c'est ceux qui existent à l'intérieur des familles. Et je reviens d'abord sur ce premier point. La responsabilité des parents vis-à-vis des enfants, c'est que les enfants n'aient pas besoin de conflits pour pouvoir se donner la réponse sur la place qu'ils ont occupée à l'intérieur du système familial. Point de départ, ça doit être ça notre réflexion. Comment fait-on pour que chacun des enfants sache qu'il a une place et qu'il a une importance? Comment fait-on pour les rassurer, puisque dans une famille, on va avoir besoin de savoir quelle est la place que l'on occupe à l'intérieur de la relation avec les parents. Ça fait partie de notre histoire. Comment est-ce qu'on fait? Je laisse à votre réflexion. Parce qu'en effet, ça doit être une réflexion que l'on doit avoir à l'intérieur de tout couple quand il se construit. Maintenant, deuxième chose. Que se passe-t-il lorsqu'il y a conflit dans une relation amoureuse ou dans une relation de couple? En espérant que dans une relation de couple, il y a aussi une relation amoureuse, ce n'est pas toujours le cas. Très bien. Dissension sur un sujet. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Très bien. Alors, la question qui va se poser, elle est très simple. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Oui. Quel est le but au fond dans une relation? C'est de trouver à un moment un chemin qui va satisfaire les deux. Est-ce que j'ai besoin d'avoir raison ou pas? C'est la première question qu'on va se poser. Est-ce que j'ai besoin pour moi d'avoir raison? Si j'ai besoin d'avoir raison, c'est que j'ai besoin de prendre une place dans la relation via l'événement qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Le travail qu'on est censé faire, c'est quoi? C'est de faire en telle sorte que chacun sache qu'il a une place pour ne pas avoir besoin d'aller chercher sa place à travers ce qui va se jouer lorsqu'il y a un moment de conflit. On travaille de nouveau en amont. La Torah nous demande de travailler en amont. Travailler en amont, c'est se dire, parce qu'il va y avoir des accords, parce qu'il va y avoir à un moment difficulté, et que derrière cela pourra se jouer la question, mais au fond, qu'est-ce que je représente pour l'autre? Et donc j'ai besoin de savoir que pour l'autre, je représente quelque chose, parce qu'à un moment, l'autre va suivre mon point de vue, donc ça veut dire que j'ai quelque part une place à l'intérieur du système. Fait en telle sorte de lui donner sa place pour qu'il n'ait pas besoin de la prendre à travers un événement de ce type. Si je suis le PDG d'une entreprise et que je sais que j'ai ma place, que je représente quelque chose, j'aurai jamais de conflit dans lequel on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que de mon côté, le seul enjeu, c'est le sujet. Si en face, par contre, si je veux montrer que je suis à l'égal du patron, si en effet, j'ai envie de montrer que je suis aussi fort que lui, alors oui, en effet, il y aura une difficulté. C'est pour cela que dans un monde d'entreprise, et si on veut éviter le conflit,
il faut que chacun ait conscience de la valeur et de l'importance qu'il a là où il se trouve, pour que les sujets de conflit ne se situent que sur le sujet et sur rien d'autre. Là où les conflits deviennent violents, c'est quand il y a autre chose qui se joue derrière. Maintenant, un événement s'est passé. L'autre m'a fait du mal. L'autre a dit quelque chose qui me touche. Et ça va générer une tension dans la relation. On est dans une famille. Mon père ne m'a pas calculé. Mon frère a oublié de remplir les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de moi. Il a dit quelque chose qui me touche. Et donc là, on n'est plus sur un conflit Prumsbuzz. On est dans une situation dans laquelle quelqu'un m'a affecté, m'a touché, m'a bouleversé, m'a fait quelque chose qui m'a fait mal. Et là, en effet, ça risque de générer une prise de distance, et non pas un conflit sur un sujet, mais ce qui est la conséquence d'un conflit, c'est-à-dire d'un éloignement, d'une rupture. Et là, il est face à un problème. Parce que quand le sujet du conflit, c'est à droite ou à gauche, quand il y a un lieu sur lequel on est en train de discuter, et que l'enjeu ne va être que le sujet, on va trouver la solution. Alors, on fait quoi? Mais quand la difficulté relationnelle se construit sur la base d'un dysfonctionnement de l'un par rapport à l'autre, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, on va ouvrir Maïmonide. Le Rambam nous dit que chez Yerta Ishnegdo, quand quelqu'un te fait quelque chose qui te fait mal, donc l'autre a fait quelque chose, ça t'a touché, ça t'a bouleversé, ça t'a fait mal. Regardez, dans les familles, souvent les conflits, c'est on les a invités, ils ne nous ont pas invités. On les a invités à tout le repas, ils ne nous ont invités qu'à la choupa. Ou alors l'autre, je lui parle plus parce qu'il m'a pas invité au anniversaire. Ou il m'a pas offert le même type de cadeau. Ou alors ceci, cela. Donc, il n'y a pas un sujet conflictuel. Il s'est passé un événement qui m'a touché, qui m'a bouleversé, qui m'a fait voir mal. Et à partir de cela, évidemment, il y a une prise de distance, il y a une réaction, et donc il y a une spirale qui se met en place. Dit le Rambam que chez Yechet Haishtegdo, donc quand on est face à une situation pareille, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, Lo yistomenu belibo veishtok. Il dit, il ne faut pas se taire, il ne faut pas garder en soi. Il dit, option 1, si tu en es capable, tu dis l'autre, s'est sûrement pas rendu compte de ce qu'il était en train de faire, ou alors l'autre est complètement inconscient. Au fond, il n'y a pas de raison que ça me touche. Why not? On peut y arriver. Mais sinon, mitzvah le ochicho. Tu as une obligation de venir et lui faire une remontrance. On va dire, mais c'est terrible. Parce que si je lui dis, alors ça va alimenter ce qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire ce qui est la conséquence des conflits, c'est-à-dire une prise de distance, on ne se parle pas, on ne se calcule pas, on est en dit, etc., etc. Donc c'est pas bon. Rambam me dit, si, il faut venir, il faut y aller. Bon, ok. Mais le Rambam continue, il dit, mais attention, je vais dire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as une obligation de lui faire une remontrance. Venant Marlo et de lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait du mal en faisant ça? Et là, la question se pose, pourquoi il faut dire ces deux phrases? Et là, on a une idée qui va être capitale. Lorsque l'autre fait quelque chose qui te touche, es-tu sûr que l'autre sait que ça va te toucher et qu'il a une volonté active de le faire pour te faire du mal? Aucune certitude. Ça peut arriver, ça existe, on en parlera. Mais, t'en sais rien. La meilleure manière de le savoir, c'est de lui poser la question. Comment est-ce que tu lui poses la question, sois intelligent? Tu lui dis, pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais, cette chose m'a fait beaucoup de mal. Et là, tu as deux options. De la personne qui assume pleinement, oui, je sais pourquoi je l'ai fait, j'ai voulu te faire du mal.
On va voir comment ça se règle. Mais dans l'immense majorité des cas, la personne te dira, ah ben non, je vois pas pourquoi tu as mal, je voulais pas te faire du mal. Alors, quelle que soit la réponse, dans tous les cas de figure, moi, ça nous rassure, c'est que soit une forme d'inconscience, parce qu'on ne réfléchit pas que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ça peut faire du mal, soit vraiment la personne ne pensait même pas en rêve qu'on allait le vivre mal. Donc déjà, tu as un premier point, ça me rassure. Quand quelqu'un me dit, mais je suis désolé, mais je vois pas où est le problème. Alors d'un côté, je lui dis, le problème, c'est justement, t'as pas vu où était le problème. Mais par ailleurs, ça me rassure. Parce que si tu voyais pas où est le problème, donc ce que je suis sûr, c'est que tu n'as pas une volonté active de faire du mal. C'est quand même rassurant de savoir que quand quelqu'un dysfonctionnait, il n'avait pas en tête le désir de vous faire du mal. Maintenant, le problème, c'est que cette personne ne prend pas le temps de réfléchir qu'il y a des mots, il y a des postures, il y a des manières d'être qui peuvent faire du mal. Ça va être un second problème. Mais déjà, cette première partie, ça y est. Y avait-il une volonté active de faire du mal? Non, la preuve, c'est que vient de me dire, mais je ne vois pas où est le problème. Donc si l'autre ne voit pas où est le problème, c'est qu'il n'y a pas eu chez lui un désir de ne pas tenir compte de ce que je suis. Juste une absence de réflexion par rapport à la dimension impliquante de l'acte qu'il était en train de mettre en place. Ok. Et comme ça, on commence en effet à savoir comment ça se résout. On va résoudre un conflit quand on décide dans notre tête, jusqu'à preuve du contraire, que l'action de l'autre est liée à la méconnaissance qu'il a de la manière dont on va vivre les choses. C'est-à-dire que j'ai deux options de lecture. Soit l'autre sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Il est en pleine conscience de la dimension bouleversante que va créer chez moi l'action qu'il va mettre en place. Il connaît ma sensibilité et il décide malgré tout d'agir de cette manière. Donc il y a une volonté active de faire du mal. On va voir comment ça se règle. Ou alors, non. Si c'est non, au moins, on a cet élément qui nous rassure. Est-ce qu'on est prêt à échanger avec l'autre de cette manière? Est-ce qu'on est prêt à dire « Papa, maman, fiston, chéri, ami, tu sais, quand l'autre jour tu as fait ça, sache que ça m'a bouleversé. Sache que ça me touche énormément. Sache que ça me transperce le cœur. » Si l'autre me dit « mais je vois pas pourquoi ça devrait te transpercer le cœur », il faut lui dire ben, déjà, si tu vois pas, ça veut dire qu'au moins tu n'as pas eu cette intention. Donc, déjà, je suis content de voir que tu n'as pas voulu me faire du mal. Maintenant, sache que cette chose-là me fait du mal. Sache que cette chose-là me touche. Sache que cette chose-là me bouleverse. Pourquoi? Comme les enfants répondent, parce que. Parce que quoi? Je ne vais pas commencer à te raconter mon histoire. Mais cette chose-là a cette dimension bouleversante. Et donc, à partir de cela, on désamorce l'idée même du conflit. Parce que, si on réfléchit, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire du mal à une personne. Si vous ne savez pas que c'est un chirurgien qui est en train d'ouvrir une plaie purulente pour sortir le pus qui est à l'intérieur, vous vous dites, mais il lui fait mal. Dans les deux cas, il fait mal. Mais dans ce cas-là, en effet, il a une volonté active de faire quelque chose de positif. Ça veut dire que l'intention que l'autre a va être un élément déterminant dans la manière dont on va gérer la situation qui a pu nous toucher. L'intention va être au cœur de la relation. Et je ne peux pas connaître l'intention de l'autre tant que je ne lui ai pas posé la question.
faire en telle sorte que les conflits n'existent pas, c'est le plus tôt possible dans le monde des relations être dans ce désir de connaître le modèle de fonctionnement de l'autre, pour ne pas avoir une parole, une attitude qui risque à un moment de générer chez lui une souffrance qui peut être source à un moment de conflit, de distance et de tout ce qui va derrière. La grande difficulté qu'on a dans la vie, c'est qu'on a peur de dire. Parce que quand vous révélez à l'autre votre modèle de fonctionnement, pour que l'autre en tienne compte, pour ne pas se retrouver dans des situations de ce type, eh bien, trop souvent l'autre utilisera ce savoir qu'il a de nous pour justement nous faire souffrir. Combien de fois on a pu voir dans le monde des relations, des hommes comme des femmes, savoir appuyer exactement sur le bon bouton pour manipuler ou pour faire du mal à l'autre, parce qu'ils ont découvert, on leur a donné le secret de notre sensibilité. Après, évidemment, il y a d'autres situations. Et ces autres situations, c'est celles dans lesquelles il y a une volonté active. La volonté active, c'est pas moi de décider que l'autre l'a eu. C'est quand l'autre me le dit. Et si l'autre me le dit, alors je dois essayer de comprendre pourquoi l'autre cherche à me faire du mal. Pourquoi il me fait du mal? Qu'est-ce qu'il cherche? Je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu attends de moi au moment où tu fais cette chose qui va me toucher? C'est quoi l'objectif que tu as? Parce que j'ose espérer que derrière ça, tu as un objectif. Après, on rentre dans un autre univers. Mais il ne faut pas avoir peur de poser la question. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand, dans des relations, et surtout dans les relations familiales, on est déçu par des postures, par des attitudes qu'ont pu avoir des gens dont on attendait plus et qui n'ont pas été présentes. Ça peut être des parents ou autre chose. Et là, le Rambam nous dit la chose suivante. Dans la vie, tu peux rencontrer des gens brillants, des gens qui sont censés être intelligents, mais qui rentrent dans la catégorie de ce que l'on appelle Hédiot Veloter, totalement imbéciles. Ça veut dire des personnes qui ne savent pas penser et imaginer autre chose que leur propre histoire. Ça fait beaucoup de peine. Dans ce genre de situation, on ne crée pas le conflit, on se protège et ça s'arrête là. Je ne veux pas en vouloir à quelqu'un qui malheureusement a refusé de vivre ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire d'être un adulte qui pense à la dimension impliquante de ses actes. Vous savez, malheureusement, dans le monde des personnes qui, pour des raisons qu'on ne va pas explorer, ne se sont jamais posé la question de la dimension impliquante de leurs actes en dehors de ce que ça allait pouvoir leur apporter par rapport à eux. Ça fait beaucoup de peine. Quelque part, le Rambam dit, ça ne sert à rien de parler. Parce que l'autre ne comprend même pas ce que tu es en train de lui dire. Il y a des personnes qui ne comprennent même pas ce qu'on est en train de leur dire. Hédiot Veloter, il est celui qui comprend même pas que dans la vie, il faut penser à la dimension impliquante des choses dans la relation. On a des personnes qui n'ont agi que fonction de ce que ça allait leur apporter à eux, qui ne se sont jamais posé la question des dommages collatéraux. Peut-être parce que vis-à-vis d'eux aussi, on ne s'est jamais posé la question dans leur vie précédente, lorsqu'ils étaient enfants, je n'en sais rien. Mais à ce propos-là, le Talmud nous dit que Shem Shemitzvah Lomar Davar Anishma,
car mitzvah shelo lomar davar shelo nishma. De la même manière que tu as une obligation de dire une chose si elle peut être entendue, tu as une obligation de ne pas dire une chose si elle ne peut pas être entendue. Ce sont des choses qui sont bouleversantes, mais qui quelque part peuvent être présentes dans la vie de quelqu'un. Il n'y a rien de pire que d'être confronté à un monde adulte qui est incapable de penser sa vie autrement qu'à l'aune de sa propre histoire et n'arrive pas à voir en quoi l'autre existe en tant qu'individu et en tant que tel. Ça fait partie néanmoins des choses que l'on peut découvrir. Le Rambam dit, ça ne sert à rien. En 2 mots, tu te lèves et tu continues à avancer. Tu dois tout seul être capable de prendre de la distance. Parce que de toute façon, rien ne pourra bouger. C'est très dur, c'est très compliqué. Mais néanmoins, être adulte, c'est être dans l'acceptation de l'incapacité qu'un autre a de devenir adulte. C'est pas simple, mais c'est comme ça, au fond, que l'on arrive à passer ce genre d'événement. Donc, comme vous l'avez vu, ce soir, on a essayé de beaucoup travailler ensemble sur comment on travaille en amont par rapport à nous-mêmes, pour savoir comment, lorsque l'on se retrouvera dans une situation de conflit, faire en telle sorte que celui-ci n'occupe pas toute la place. Faire en telle sorte que dans un couple, et j'insiste beaucoup dans les couples, très fortement, si vous ne voulez pas que le conflit dans un couple dégénère, faites en telle sorte de rassurer profondément l'autre sur la place qui est la sienne. Faites en telle sorte de vous nourrir de tout ce que l'autre vous apporte et de la place qu'il vous donne. Mieux je me sens exister là où je suis, moins le conflit aura de dimension signifiante, moins j'aurai besoin de celui-ci pour prendre une place que j'ai déjà, que l'autre me reconnaît, qu'il me donne et que je lui donne. J'ai pu le voir chez mes maîtres. Quand on parle de respect du conjoint, ça ne veut pas dire je t'ouvre la porte et puis je te verse l'eau. Non. Le mot respect, kavod, vient de la racine kavod, donner du poids. Quand tu sais que tu as une place, quelque part, oui, on ne sera peut-être pas d'accord, mais l'enjeu ne sera que sur le sujet. Il n'y aura rien d'autre autour. C'est l'école de Hillel et l'école de Shammai. Ils ne sont pas d'accord. Et vraiment, ils se confrontent. Mais entre eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que même si j'ai tort, ça ne remet pas en cause ce que je suis. Parce que j'existe. Et ça doit se faire aussi au niveau des enfants. Quand je vois parfois, je suis confronté parfois à des guerres fratricides, alors que, pour prendre une expression un peu violente, le cadavre est encore chaud, je me dis, mais au fond, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Qu'est-ce que vous êtes en train de régler que vous n'avez pas réglé en amont? Quelle est la place que vous avez envie de prendre maintenant à travers le fait que si c'est moi qui prends plus, ça veut dire que mon père m'aimait plus. Mais attends, mais ton père, il est plus là. Non, mais là, maintenant, je vais montrer que j'existais. La preuve, c'est que c'est moi qui ai reçu. Si tu réfléchis 2 minutes, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand il y a eu un événement problématique à l'intérieur d'une relation? Tu as fait, tu as agi, c'est quelque chose qui me touche, qui me bouleverse. À ce moment-là, mitzvah d'être. Et de manière ultra concrète, dans vos futures vies de couple, parce que c'est surtout dans le couple que ça va se jouer. Le couple ne laisse pas passer un soir sans être réconcilié, c'est très sympa, mais c'est des choses qui se construisent. Prends le temps de dire à l'autre, voilà comment j'ai vécu la chose. Et en lui disant cela, tu es en train de lui dire, et donc si j'ai besoin de te le dire, c'est que je pense que tu ne le sais pas. Donc sache que dans ma tête, la lecture que j'aurais pu avoir, que tu veux me faire du mal, je ne l'ai pas. Elle ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas d'imaginer que l'autre sait et qu'il le fait exprès. Jusqu'à preuve du contraire. Si l'autre me dit « je l'ai fait exprès pour que tu aies mal », alors il faut lui dire « qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi le message que tu veux me faire passer? Quelle est la souffrance dont tu penses te débarrasser en me faisant à mon tour souffrir ?» C'est intéressant, mais c'est ça être adulte. Voilà un petit peu ce que la Torah nous propose dans la manière d'aborder ce sujet.